un film interprété par Sophie Marceau, Brigitte Fosset et Claude Brasseur. Âgé de 13 ans, Vic n'a guère de dialogue avec ses parents, sauf peut-être quand il s'agit d'une boum et qu'elle veut obtenir l'autorisation d'y aller. De toute façon, vous en avez rien à foutre. Vous pensez qu'à vous. Vous n'êtes même pas aperçu que j'ai paumé ma gourmette en or, que j'ai raccourci ma frange, vous l'avez même pas vu. J'ai plus rien à mettre, j'ai plus de chaussettes dans mon tiroir. Vous avez même plus le temps de me faire réciter mes sons, ni de me faire à bouffer. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse. Mais qu'est-ce qu'elle a? 13 ans. Une charmante histoire dont le héros n'est pas l'un ou l'autre des personnages, mais bien la cellule familiale. La Boum, à la télévision suisse romande, mardi 20 décembre à 20h35. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les choses se précisent au Liban. C'est lundi que pourrait avoir lieu l'évacuation de Yasser Arafat et de ses 4000 partisans qui sont toujours encerclés à Tripoli. Le gouvernement grec a donné le feu vert au départ des 5 navires qui devront emmener les Palestiniens loyalistes au Yémen du Nord et en Tunisie, feu vert après avoir obtenu des garanties internationales pour la sécurité de l'opération. Et cela bien qu'Israël continue de laisser planer la menace d'une intervention pour empêcher le départ de Yasser Arafat. Israël, dont les troupes se sont engagées aujourd'hui dans la montagne libanaise pour participer à l'évacuation des chrétiens encerclés depuis septembre dans le village de Der el-Kamar. Der el-Kamar, aux premières heures du jour, 12 autocars ont été affrétés par le Comité international de la Croix-Rouge chargé d'assurer l'évacuation des réfugiés civils. Une dizaine de milliers de personnes à répartir dans une vingtaine de convois qui quitteront les lieux dans les prochains jours. Aujourd'hui, le premier convoi a emmené 500 personnes en direction de Beyrouth. Elles font partie des quelques 25 000 chrétiens chassés du Chouf par la guerre et qui se trouvaient assiégés depuis 3 mois à Der el-Kamar. Les Druzes ayant levé leur siège, ces réfugiés vont tenter de chercher en direction de la capitale un nouveau havre. Pour beaucoup de ces familles, à Der el-Kamar, l'existence était précaire. Logeant souvent dans des abris de fortune, elles ont souffert du froid et n'ont survécu que grâce aux rations alimentaires fournies par la Croix-Rouge. 2000 personnes seulement espèrent pouvoir un jour regagner leur village. Quelques heures plus tard, une autre opération commençait. L'armée israélienne, repliée au sud Liban depuis le 5 septembre, a franchi la ligne à Wali pour procéder à l'évacuation de 2000 combattants des forces libanaises. Tout s'est passé dans l'ordre. À Beyrouth, en revanche, on pouvait entendre ce soir les canons du New Jersey, le cuirassé américain qui intervenait contre des positions pro-syriennes situées près de l'aéroport. Selon les Américains, les Marines avaient une fois de plus été attaqués. Il n'y a pas eu de victimes. 2 Français, en revanche, sont morts. Un sous-officier atteint la nuit dernière par un obus d'artillerie et un soldat tué par des inconnus. À propos de la conférence de réconciliation nationale libanaise, on ne sait toujours pas si la deuxième phase aura bien lieu la semaine prochaine à Montreux. Ce qui est sûr, c'est que les ministres des Affaires étrangères libanais, saoudiens et syriens se retrouveront dimanche à Damas. Ils évoqueront sans doute la reprise de cette conférence. On a aussi beaucoup parlé du Proche-Orient et du Liban, en particulier à Strasbourg, à la réunion du Parlement européen, avec un invité de marque à la tribune, le roi Hussein de Jordanie. Le souverain hachémite a lancé un vibrant appel à la paix, sérieusement menacée, dit-il, par la politique de barrage d'Israël, le désordre dans le monde arabe et la répugnance des États-Unis de donner suite à leurs engagements de paix. Le danger réside surtout dans une confrontation directe entre les deux superpuissances. C'est pour cela qu'il faut associer l'URSS au processus de paix. Il faut aussi que l'Europe joue un rôle positif pour éviter cette confrontation, a déclaré en substance le souverain de Jordanie. Mais ce qui a le plus occupé les parlementaires européens aujourd'hui à Strasbourg, c'est le vote du budget de la communauté européenne. Ce budget a finalement été accepté, mais les parlementaires ont bloqué l'ensemble des remboursements à la Grande-Bretagne et à l'Allemagne fédérale, une décision qui va sans doute provoquer des réactions de la part des Britanniques. Les Britanniques, en effet, préconisaient le rejet de l'ensemble du budget 84.
Par 2 contre 1, les parlementaires européens en ont décidé autrement, afin de ne pas compliquer les difficultés actuelles de la communauté des 10. Budget voté donc, mais les 2,5 milliards de francs réclamés par Londres et par Bonn sont bloqués. Des remboursements que ces 2 pays réclament, ils donnent en effet davantage qu'ils ne retirent de leur participation au marché commun. Londres parle ce soir de mesures de rétorsion. En France, l'épreuve de force est sérieusement engagée entre les syndicats CGT et CFDT et la direction de Talbot, filiale du groupe automobile privé Peugeot Citroën Talbot. Cette direction a annoncé qu'elle allait fermer dès lundi ses usines de Poissy, dans la région parisienne, qui emploient quelques 17 000 personnes et qui sont paralysées par une grève illimitée depuis le début du mois. Grève en réaction à une menace de 3 000 licenciements par la direction. Il s'agit aussi en fait d'une épreuve de force entre le groupe privé et le gouvernement qui n'a pas répondu à sa demande de licenciement. L'Assemblée nationale française a connu la nuit passée quelques heures plutôt animées. On y débattait du nouveau projet de loi gouvernemental sur la presse, un projet du Premier ministre dont le but est d'empêcher les concentrations de journaux. C'est une idée qui provoque la colère de l'opposition, mais aussi un certain malaise au sein de la gauche, car il vise en fait à démanteler l'empire de M. Robert Hersant sans aborder véritablement les problèmes de fond de la presse française. Voici d'ailleurs quelques extraits de cette séance à l'Assemblée nationale qui s'est terminée sur un rejet d'une motion de censure déposée par l'opposition. Avec nos excuses pour la mauvaise qualité du son, le commentaire est assuré par la télévision française. C'est une loi socialiste dirigée contre un homme. C'est une loi socialiste dirigée contre la presse écrite parce que le socialisme redoute la vérité, mais c'est une loi qui vous condamne. Et Michel Dornano d'ajouter que tous ceux qui ont tenté d'attaquer la liberté de la presse s'y sont brûlés les doigts. En fait, tout le débat, très mouvementé, a tourné autour du concept de liberté dont chaque camp s'érige en défenseur comme si elle ne pouvait être partagée. Pierre Mauroy répondra, nous nous préoccupons justement de permettre à tous l'exercice de cette liberté. Le gouvernement considère que les pauvres doivent parler et il considère que la liberté de la presse ne peut être le privilège réservé aux seules puissances financières. Et Pierre Mauroy de rappeler que cette loi ne fait que reprendre l'ordonnance de 1944 sur la transparence et le pluralisme de la presse, ainsi surtout que les recommandations des gouvernements précédents. Si je résume, vous prétendez donc censurer à la fois le général de Gaulle et M. Raymond Barre. Les communistes, semble-t-il, obtiendront satisfaction. Cette loi ne devrait pas s'appliquer aux partis politiques et donc à la presse communiste, organe d'un parti. Ils ne voteront donc pas la censure. Jusque-là, l'hémicycle était houleux, mais la tempête éclata avec le discours de Robert-André Vivien qui défendait la censure pour le groupe RPR. Un discours particulièrement agressif et virulent. Régime totalitaire, endoctrinement, coup d'État permanent, archaïsme, voilà ce dont Robert-André Vivien accuse le gouvernement. Et pour commencer, cette ironie injurieuse envers le Premier ministre. Il faut croire que vous n'étiez pas bon. Ce n'est pas mon appréciation. Non, mais je vous livre, c'est une confidence de tribune. Vous avez peur, comme d'habitude. Et vous partez. Ah, c'est joli. Et voilà. Il l'avait dit. Pierre Mauroy quitte la salle, suivi de toute la majorité parlementaire. Restera un seul député socialiste pour entendre le réquisitoire de Robert-André Vivien. L'Assemblée hier était bien la parfaite illustration de l'hystérie qui règne actuellement sur le débat politique. Mais pendant ce temps, le président Mitterrand voyage. Il a entamé ce matin une visite officielle de 3 jours en Yougoslavie. Accueilli à sa descente d'avion à Belgrade par le président Mika Spiljak, M. Mitterrand a tout d'abord déposé une gerbe sur la tombe du maréchal Tito avant d'entamer ses entretiens avec les dirigeants yougoslaves. Une première série d'entretiens consacrée essentiellement aux relations Est-Ouest après la rupture du dialogue entre Washington et Moscou sur la question des armements stratégiques. En Allemagne fédérale, la Cour suprême a finalement donné son feu vert au recensement de la population, un projet qui avait été vivement contesté. Beaucoup de citoyens ouest-allemands avaient déposé plainte car ils estimaient que certaines questions violaient tout simplement leur vie privée. Malgré les recommandations et les modifications apportées par les magistrats de Stuttgart, il est fort probable que l'opposition à ce recensement restera très vive parmi la population. Voici encore d'autres nouvelles de l'étranger.
À Vienne, tout espoir n'est pas perdu au sujet des négociations sur la réduction des forces conventionnelles en Europe, interrompues pourtant aujourd'hui. Le pacte de Varsovie a refusé la proposition de l'OTAN de reprendre les négociations le 26 janvier, mais il s'est déclaré prêt à fixer une date ultérieurement par le canal diplomatique. Hier soir au Chili, des attentats à la dynamite contre des pylônes à haute tension, des pièces vitales du réseau de distribution, ont plongé dans l'obscurité plus de la moitié de la population du pays. Santiago, la capitale, comme d'autres régions, a été privée d'électricité une bonne partie de la nuit. Catastrophe aérienne hier à l'aéroport de Medellín, dans le nord de la Colombie. Un Boeing cargo de la compagnie Tampa a explosé quelques secondes après le décollage. Des fragments de l'avion en flammes se sont écrasés sur 2 usines voisines, faisant une vingtaine de morts, outre les membres d'équipage. Deux bombes ont explosé en début de soirée à Johannesburg, faisant au moins 7 blessés. 2 explosions semblables ont déjà eu lieu durant le mois de décembre. Elles avaient été revendiquées par le Congrès national africain, une organisation anti-apartheid. En Pologne, à la veille des manifestations prévues pour le 13e anniversaire des révoltes ouvrières de décembre 1970, la milice a chargé aujourd'hui à Wrocław, dans le sud-ouest du pays. Elle a chargé un groupe de 2000 personnes rassemblées dans le centre de la ville. Un visiteur de marque dans notre pays aujourd'hui, le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl, a effectué une visite éclair de quelques heures à Vevey. Le temps de rencontrer M. Helmut Maurer, administrateur délégué de la société Nestlé à Vevey. Les deux hommes sont de vieux amis. Ils se sont rencontrés alors que M. Maurer était chef du marché de Nestlé en Allemagne et M. Kohl, ministre-président du Palatinat. Difficile de connaître les véritables raisons de cette rencontre assez inhabituelle. On se borne à dire officiellement qu'il ne s'agissait que d'une visite à caractère strictement privé. La session d'hiver des chambres fédérales touche à sa fin, mais il reste tellement de pain sur la planche que les députés se retrouveront au mois de mai pour une session spéciale, du 2 au 5 mai pour le national, du 4 au 5 pour les États. Le Conseil national ce matin a pris acte d'un rapport intermédiaire sur la protection civile. Un rapport présenté par Mme Geneviève Aubry, la radicale.